on a une question effectivement sur les différentes formes d'habitat qui peuvent être conseillées, qui peuvent être donc utilisées dans le cadre de ces parcours de vie. Je souligne très souvent que dans la vie, c'est pas une maison, un appartement pour la vie, c'est tout au long de sa vie une adaptation de son environnement en fonction de son âge, de sa situation, qui doit justement être un préalable à toute mode organisationnel, à tout projet dans son avenir. Voilà, ce point est important. C'est pour ça qu'on a souhaité recourir à un architecte, un urbaniste, une personne qui a une grande connaissance effectivement de ces sujets. On va maintenant demander à Philippe Bonon d'intervenir. Il est donc architecte, urbanisme. C'est l'agence A+, Architecture à Montpellier. À ce titre, Philippe a contribué à la réalisation et à la construction de nombreux établissements EHPAD. Et puis, à Montpellier, tout le monde a pu déjà connaître ou voir la nouvelle clinique Saint-Jean à Montpellier. Et donc, Philippe, c'est à toi. Oui, bonjour. Merci de cette gentille invitation. La présentation était bonne parce que, Michel, j'ai bien compris que tu disais qu'effectivement, ce qui était important, c'est d'avoir été prévoyant. Et aujourd'hui, 4,6 millions de Français ont plus de 60 ans et ils souffrent quand même de solitude. D'après une étude des Petits Frères des Pauvres, 3,2 présentent un risque d'isolement relationnel. La moitié des plus de 75 ans se disent gênés pour se déplacer et un quart n'effectue aucun déplacement de la semaine. Et 5 millions de Français auront plus de 85 ans en 2060, selon une étude de l'INSEE. Alors, on voit effectivement que la situation est assez dramatique. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour cette population qui va considérablement augmenter dans les années qui viennent? On voit bien donc que cet isolement pose la question de l'accessibilité au bâti, à l'espace public, au transport, qui sont donc tous essentiels pour éviter cet isolement. Je ne pense pas que le bâtiment puisse régler des problèmes physiques, mais en tout cas, on peut régler d'énormes problèmes psychologiques. Alors, depuis 1975, les lois ont pris en compte le handicap. Alors, je parle du handicap parce que, bien évidemment, le handicap est extrêmement collé, finalement, à la capacité des seniors à se déplacer. Donc, on parle de handicap, mais c'est les lois depuis 1975 qui ont pris en compte ce handicap, qui sont modifiées régulièrement, permettent effectivement de rattraper un immense retard qu'il y a dans la construction et dans l'urbanisation générale. On peut dire qu'aujourd'hui, on ne fait que rattraper le retard, mais bon, ça va, les politiques s'y sont engagés, tous, les uns après les autres. On peut donc dire que les urbanistes et les architectes ont beaucoup de boulot sur la planche. Tant mieux pour nous, ou c'est bien dommage, peut-être, différemment. Et effectivement, tu le disais tout à l'heure, Michel, ce qui est important, c'est d'habiter dans un endroit formidable, dans lequel on vit déjà très bien, dans lequel c'est de la palissade. Pour vivre bien, il faut être actif, heureux, il faut vivre sainement, il faut un environnement de qualité. Alors, tout ça, forcément, ce n'est pas forcément un logement qui est compatible avec le grand âge. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir être raisonnable. Et là, ça ne dépend pas des urbanistes et des architectes. Pour continuer à vivre au même endroit, une fois que le grand âge est venu, on va parler du 4e, il faut penser dès le 3e au fait que tout d'un coup, il va peut-être falloir habiter un logement différent de celui dans lequel on a été toute sa vie. Un logement dans lequel on pourra prolonger le plus longtemps possible une vie aisée, facile, mobile, sans contrainte, sans difficulté, sans danger, que pouvait représenter peut-être l'habitat qu'on avait auparavant. Donc cet logement, il faudra bien sûr qu'il soit naturellement adapté. Or, l'adaptation des logements aux normes dites PMR, personnes à mobilité réduite, donc finalement à toutes les personnes âgées dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Les logements neufs sont adaptés depuis 2005, suivant une des nombreuses lois qui a été pondue ces dernières années pour aider le handicap. Mais depuis la loi Elan, alors qu'avant 100% des logements étaient adaptés, aujourd'hui 20% seulement le seront. Les 80 autres devront seulement être adaptables. Alors bien évidemment, c'est faisable, ça demanderait des travaux, d'ailleurs qu'il faut les anticiper. Mais malheureusement, là je parle de la très petite tranche de logements neufs qu'on construit chaque année donc depuis 2005,
et en aucun cas des logements anciens. Il y a des logements anciens qui, eux, bien évidemment, sont très rarement adaptés. Ils sont situés dans des immeubles qui le sont quasiment jamais, et ils sont situés quelquefois dans des quartiers qui ne le sont pas du tout. Je vais vous montrer un exemple, juste une petite photo là. Je partage l'écran. Une photo de nos villages, tous les villages que la France nous envie, tous ces villages qui font le charme de la France. Des petites ruelles, des pavés, des marches pour rentrer chez soi, des pentes très importantes qui sont bien au-delà des 4% qui permettent à peu près à tout le monde de monter avec un fauteuil roulant. Donc les communes s'équipent. Elles ne pourront pas s'équiper dans des villages. Ici, c'est les Baux-de-Provence, hein, c'est vraiment chez nous. Les communes ne pourront pas s'équiper dans les sites historiques. Elles s'équipent déjà difficilement dans les villes modernes, ou relativement anciennes et assez modernes, dans les grandes métropoles. Et malheureusement, le charme de notre France et sa géographie complexe, très montagneuse, très chahutée, fait qu'effectivement, l'enfermement viendra naturellement si on ne choisit pas d'habiter dès le troisième âge dans des endroits qui sont accessibles, dans des villages qui sont accessibles, dans des régions qui sont accessibles, dans des quartiers qui sont accessibles. Alors il existe, mais je pense que vous avez fait l'état des lieux, des tas de réseaux qui nous aident, qui peuvent aider tout le monde. Il y a même un réseau francophone des villes amies des aînés, qui a été créé en 2012. Donc ils sont actifs dans 140 villes, ça aide un peu, mais tout ça, bien évidemment, ça passe par ça bien au-delà. Le problème vient du fait que finalement, très peu de gens souhaiteraient être vieux. Forcément. Il y en a peu donc, qui anticipent, et donc le problème devient accru. L'avantage qu'on va avoir, c'est que dans ces dernières années, depuis avec les 30 Glorieuses, les gens se sont intéressés à leur environnement bien plus qu'avant. Ils sont intéressés à leur décoration, etc. Et finalement, tout va peut-être s'améliorer grâce finalement à l'envie des seniors qui sont en train de vieillir, qui ont envie de vivre un peu mieux. Alors, on peut espérer évidemment qu'avec tout ça, demain, on ait des logements plus agréables, en plus grand nombre, bien anticipés. Mais qu'est-ce qui peut nous aider à vivre mieux? Quels sont les petits médicaments finalement qui peuvent nous aider à vivre mieux pour agrémenter notre quotidien? En fait, c'est tout simple, c'est tout ce qui joue sur notre intellectuel, sur notre morale, etc. On sait que la lumière est essentielle, la lumière naturelle est très importante. On est comme des plantes, on fait notre petite photosynthèse. Il faut qu'il y ait de la lumière naturelle, il faut qu'elle soit abondante, mais il faut qu'elle soit maîtrisée, tamisée, feutrée. Il faut qu'elle valorise les couleurs, elle les modifie suivant l'heure. C'est formidable, tout ça, ça rythme la journée. Donc, et ces couleurs, si on les choisit avec efficacité, elles affectent directement notre activité. Les couleurs chaudes nous dynamisent, donc les couleurs froides nous ralentissent. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, on dédie certaines pièces en fonction des couleurs pour mieux dormir ou mieux s'activer et stimuler. Les teintes claires ont un beau pouvoir réfléchissant, donc on peut corriger naturellement des endroits qui sont un peu sombres. Mais il y a plein d'autres méthodes pour essayer d'améliorer son intérieur. Il faut bien évidemment, quand on est âgé, essayer de désarcarcérer. Désarcarcérer, c'est d'avoir envie d'aller loin de la pièce où on se trouve. On a une motivation pour sortir, donc la transparence est très importante. Il faut pouvoir voir la pièce d'après, l'extérieur, avoir envie d'y aller. Donc il faut créer finalement une relation entre le dedans et éventuellement le dehors pour les plus habiles et les plus formidables de nos aînés. Il faut trouver un déplacement doux, agréable, sans difficulté, qui crée un parcours dynamique, un parcours ponctué peut-être d'événements, parce que bien évidemment ce parcours va s'adresser à des gens qui sont souvent dans une grande désespérance, voire même dans une grande désorientation. Donc tout ça contribue finalement à faire des endroits qui sont plus agréables. Alors, pour rythmer notre vie, bien évidemment, il n'y a pas mieux que de rythmer les saisons. Rythmer les saisons, c'est quoi? C'est finalement stimuler tous nos cinq sens grâce à la nature, grâce à plein d'autres choses. Mais la nature est formidable pour ça, c'est qu'elle nous rythme déjà la temporalité de notre vie chaque année en 4. Donc la nature déjà est formidable pour la vue, bien évidemment, l'ouïe, avec tous les animaux et les oiseaux qui peuvent avoir dedans, l'odorat avec les plantes odorantes, les arbres fruitiers, le toucher, parce qu'on peut effectivement aussi tripoter tout ce qui est sur sa terrasse et dans son jardinet.
Elle stimule aussi le goût, puisque bien évidemment, il y a des arbres fruitiers, des plantes odorantes qu'on peut mettre dans la cuisine. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent à la fois stimuler la vue, stimuler l'envie d'aller finalement vivre une saison de plus pour voir ce qui va se passer, voir les feuilles tomber ou les voir repousser. Il en est de même pour tout. Hein. L'ouïe, par exemple, c'est un outil formidable qui permet effectivement d'apprécier des sons merveilleux comme de la musique. Donc il est évident que la musique est un excellent bon point pour bien vieillir, mais même le simple bruit de la rue, le bruit de l'extérieur, qui pourrait paraître dissonant, c'est finalement un bruit qui peut être extrêmement agréable pour une personne âgée qui tout d'un coup sent à la porte de chez elle une vie, une activité qui lui donne envie d'ouvrir la porte, d'ouvrir la fenêtre et d'aller dehors. Donc tout ceci, en fait, qui sont des véritables stimuli, sont des choses qui sont forcément très appréciées, qui font un bien. Mais malgré tout, alors, quand on réussit pas à racheter ses soins, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, après, il y a des établissements d'accueil. Alors, les établissements d'accueil, le souci des établissements d'accueil que l'on crée, nous, hein, d'ailleurs, c'est que finalement, il y a deux sujets très antinomiques. D'un côté, on cherche une efficacité logistique, pratique, fonctionnelle, ergonomique, clinique, qui permet de gérer au mieux un établissement le plus propre possible. Et de l'autre côté, finalement, l'ambition, c'est de retrouver tout ce que j'ai raconté un peu avant, la vie chez soi, hein, et de retrouver finalement une ambiance qui ressemble plus à une ambiance familiale, confortable, qui est loin finalement de l'efficacité prônée par un bon gestionnaire d'établissement. Alors, évidemment, il y a des tas d'artifices, on recourt un peu à tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, et le but, c'est finalement de retrouver à la fois une partie intime, une partie publique, une partie où on sort dehors, une partie où on se réchauffe au soleil, une partie où on va toucher les plantes. Et tout ça, évidemment, c'est un vrai travail sur ces lieux. Alors, je me cache que je n'ai pas fait du tout passer des images que je devais vous montrer, parce que je ne sais pas les faire passer. Bon. Il y a des choses qui sont quand même très intéressantes. Alors, on peut faire aussi un peu de sport, mais évidemment, vieillissant, on en fait de moins en moins, mais si on n'arrête pas de le faire, ça va bien. Et ce qui est assez amusant, c'est que tout ce que je raconte, il y a des cas très intéressants où rien n'a été programmé, pourtant ça s'est passé pas si mal. Par exemple, aux États-Unis, il y a des cas fort intéressants. Depuis des années, du fait de la pauvreté relative d'une partie des Américains, il a été construit dans les années 30 à 60 des immeubles de grande hauteur assez communs visuellement, qui ressemblent à des grands ensembles en briques, très typiques de l'époque, qui ne sont absolument pas faits pour le logement des seniors. Et on s'est aperçu que finalement, les logements étaient tellement peu chers que les gens qui, à l'époque, étaient des actifs, hein, puisque ces logements avaient été construits en fait par des communautés ou par des syndicats. Et donc les habitants ont fini par vivre sur place parce que les loyers étaient tellement faibles qu'ils n'ont pas pu aller ailleurs. Leurs émoluments, une fois leur retraite arrivée, leur permettaient de faire autre chose, donc ils sont restés là. Et ils ont transformé ces quartiers, ces immeubles, voire ces quartiers, en communautés de retraite, tout à fait naturellement. Rien n'était prévu pour ça. Et pourtant, ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, les gens s'accrochent dans leur lotissement, dans leur immeuble. À New York, par exemple, il y a 34 immeubles et 22 lotissements qui sont de ce type. On appelle ça des NORC aux États-Unis, Natural Occurrence Retirement Community. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, rien n'a été prévu pour que ça soit bien pour les seniors. Et malgré tout, ils ont bidouillé, ils se sont débrouillés, ils se sont rapprochés les uns des autres, ils ont fait ce qu'il fallait. Et ce sont finalement des lieux de vie très agréables. Et si on reste aux États-Unis, il y a exactement l'opposé. Il y a ceux qui ont les moyens. Il y a ceux qui ont les moyens, et ceux-là, ils ont créé des villes entièrement dédiées aux seniors. Et ça, c'est des villes, alors il y en a deux qui sont très très connues. Il y a Sun City, à côté de Phoenix, dans l'Arizona, il y a déjà 40 000 habitants. Elle a été créée dans les années 60. Elle est réservée aux retraités. La moyenne d'âge, c'est 75 ans. On n'y trouve ni enfants ni école, bien évidemment, puisque c'est exclusivement réservé aux seniors. Et c'est des communautés qui n'ont aucun rapport avec aucune autre ville. Elles sont autogérées par leurs habitants et protégées de l'extérieur par des ancêtres avec accès contrôlé. Donc c'est exactement l'inverse du cas que j'ai cité avec les NORC. On est loin d'une urbanisation existante. On est dans une urbanisation totalement isolée. On habite dans un îlot seul, sans enfants. Il y a un autre est encore plus connu, il s'appelle The Villages, c'est en Floride, 70 000 habitants. Et là, soit 98% de blancs, 80% ont plus de 65 ans. C'est une chose qui a été créée de toutes pièces dans les années 72. Philippe, on peut te demander de
conclure. Oui. On est dans Donc, notre temps imparti. alors, Merci. ce qui veut dire que finalement, tout ce que je racontais au début sur comment on pouvait créer les choses au début, là on voit ces communautés américaines qui sont à l'opposé socialement. On crée des communautés. La deuxième, donc j'ai pas fini, mais c'est une communauté dans laquelle il y a 36 golfs. Donc le truc, c'est venez chez nous jouer au golf gratuit. Alors c'est pour ça qu'il y a que des blancs un peu riches ou assez riches. Et il y a pas d'enfants. Les enfants ne sont tolérés que 3 semaines par an au maximum. Les petits-enfants sont tolérés 3 semaines. C'est-à-dire que c'est une communauté qui est exclusivement réservée à des gens de plus de 65 ans qui passent leur temps entre le golf et les 2500 activités qui sont programmées entre les 70 000 habitants. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens vivent vieux et pas si mal. La seule différence, c'est qu'on ne vous mettra pas dehors d'un orque, à New York par exemple, et que dans ces fameux villages en Floride, quand vous êtes handicapé, vous ne pouvez plus rester. Ouais. Donc, ça pose effectivement, on voit que les États-Unis vivent absolument complètement différemment la manière d'appréhender la vieillesse, mais je crois que c'est le manque de préparation sociale. Merci Philippe pour ton intervention. On peut être très 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 sensible à ce que tu as évoqué par rapport à la lumière, à la couleur, au bruit, et puis même à l'odorat, des parcours dynamiques. Effectivement, on se rend compte aujourd'hui que dans l'approche du senior, dans l'approche du vieillissement, au-delà des facteurs purement environnementaux, on voit l'émergence effectivement de la prise en compte de facteurs sensoriels, émotionnels, parce que, et puis on verra tout à l'heure, parce que le vieillissement, c'est effectivement un moment où on se retrouve sur soi, mais sur effectivement ces éléments qui font la sensation et l'émotion. Et donc tout cela montre bien qu'à un moment donné, il faut savoir changer ou modifier ou faire évoluer son environnement de vie. Mais la vraie question, c'est comment inciter les personnes, comment aller vers cette évolution de prise en compte de nouveaux logements, d'un nouvel espace de vie. Alors, aux États-Unis que tu évoquais il y a un instant, oui, mais ça fait partie des habitudes totales de vie, quoi. À chaque fois qu'on a une promotion aux États-Unis dans son travail, on change de quartier parce que c'est comme ça, parce qu'on a une typologie d'espaces qui sont en fonction de la construction de la société. Ce n'est pas tout à fait le cas chez nous. Donc voilà, est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir des facteurs incitatifs pour mieux prendre en compte son lieu de vie, son environnement? Je crois, Michel, que tu as presque tout dit. Si j'ai cité les États-Unis, c'est parce que c'est intéressant, il y a des gens qui sont obligés finalement, les Nords qui sont obligés de rester chez eux, qui n'ont pas d'autre choix, et les autres qui font partie des gens qui ont sans doute déménagé régulièrement, tous les 5 à 10 ans, en fonction de leur boulot. Donc eux, ils étaient tout à fait préparés à bouger. En France, jusqu'à maintenant, en tout cas dans la génération qui a précédé la mienne, il était rare qu'on ait plusieurs emplois. Mon père n'a jamais eu qu'un seul employeur. Et aujourd'hui, la génération qui arrive, je pense, changera tout. Elle sera sans doute plus anglo-saxonne que nous ne l'étions, moins sédentaire, et ça viendra sans doute de là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'on ne va pas transformer en profondeur les seniors d'aujourd'hui. Ils n'ont pas eu cette mobilité. Mais je crois que mes enfants, les tiens, feront partie de cette génération qui, c'est pas qu'ils auront plus envie de vieillir et qu'ils comprendront mieux qu'ils deviennent vieux, mais ils auront tellement pris l'habitude de bouger que ça leur paraîtra peut-être naturel de venir tout d'un coup, pas une fois l'âge venu, hein, mais un peu avant que l'âge vienne, trouver le bon spot et le bel endroit qui leur permettra de vivre peut-être 5 ou 10 ans de plus dans leur logement et dans leur quartier avec des amis autour. Et je crois que c'est un changement sociétal qui dépend pas de nous, ni de la médecine, ni de l'architecture, ni de l'urbanisme. C'est un changement fondamental dans la société. Merci Philippe pour cette approche. On aura l'occasion de réévoquer effectivement ces effets environnementaux dans le parcours de vie de la personne âgée et effectivement de l'influence des interventions non médicamenteuses.